Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Bonjour à tous, on est présent ici avec l'équipe G20 Maths pour vous aider à préparer sereinement l'oral de mathématiques. Dans un premier temps, dans cette vidéo, vous trouverez 6 exercices que nous avons traités pour vous qui traitent les notions importantes vues en terminale. Très rapidement, le jour de l'épreuve pour l'oral, vous avez 20 minutes de préparation et 20 minutes d'échange avec le professeur. Et tout ça souvent avec 2 exercices qui peuvent mélanger des suites, des exponentielles, des probabilités, de la géométrie dans l'espace. Donc voilà, nous on va en traiter 6 avec vous, ça va vous donner un vrai échantillon. En plus de cela, on vous conseille très fortement d'aller sur notre playlist Révise le bac, sur lequel vous trouverez plein de vidéos sur lesquelles on a corrigé des sujets type bac, des exercices fondamentaux qui vous permettront d'avoir toute la vision globale du baccalauréat. Donc on démarre maintenant avec l'exercice numéro 1. Si vous souhaitez vous mettre à jour sur la géométrie dans l'espace, n'hésitez pas à regarder le lien de la vidéo ici qui va vous permettre de retraiter toutes les notions avant d'attaquer les exercices pour se préparer à l'oral. Premier exercice, thème sur la géométrie dans l'espace, un exercice que l'on peut rencontrer pour l'oral du bac. Donc en fait ici, 2 questions. Donc on a une droite D1 qui passe par un point et un vecteur directeur et on a la représentation paramétrique de la droite D2. La première question, ici, c'est de déterminer une représentation paramétrique de la droite D1. Alors ici, on rappelle, avec la définition que vous avez ici, pour déterminer une expression d'une droite sous forme paramétrique, on a besoin d'un vecteur directeur et d'un point. Donc en fait, ici, on a bien le vecteur directeur U, ici, et on a le point A. Donc pour déterminer l'expression paramétrique, c'est x, y, z qui vont s'exprimer en fonction de t, et devant le t, on va faire apparaître l'expression du vecteur directeur. Donc on va mettre ici les coefficients ici du vecteur directeur et ensuite un point, le point A par exemple. Donc ça fait plus 0, moins 3, plus 6. Et donc là, vous avez bien l'expression paramétrique de la droite D1. On passe à la question suivante. Pour cette deuxième question, on admet que les droites D1 et D2 sont coplanaires. Déterminez alors les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Donc en fait, avant de démarrer, on peut vous demander à l'oral de donner la définition de deux droites coplanaires. Et donc ici, on l'a mis pour vous, deux droites sont coplanaires si elles sont soit parallèles, soit séquentes. Donc ici, on admet qu'elles sont parallèles. Mais cependant, nous, on a ici la droite D1 qu'on a déterminée à la question précédente, on a la droite D2 qui a été donnée. On est en mesure d'avoir un vecteur directeur pour chacune des droites. Donc la première, c'est U, ici c'est V. Et donc, on observe facilement que U et V ne sont pas collinéaires parce que là, vous avez 1 et 1. Donc il y a 2 et 2. Là, il y a 1 fois 1, ça fait 1. 2 fois 1, ça fait 2, mais là, il n'y a pas le même rapport, donc ce n'est pas proportionnel. Donc, les vecteurs U et V ne sont pas collinaires. Donc, s'ils ne sont pas collinaires, les droites D1 et D2 ne sont pas parallèles. Et donc, comme on sait qu'elles sont coplanaires, forcément, elles sont séquentes, parce que c'est la définition. Mais si on vous pose la question, comment montrer que deux droites sont coplanaires, l'étape numéro 1, vérifier si elles sont parallèles. Si elles ne sont pas parallèles, on va chercher éventuellement à voir le point d'intersection, et c'est ce qu'on va faire ici, parce qu'elles sont parallèles. Comme elles sont coplanaires, automatiquement, elles ne sont pas parallèles, on l'a vu précédemment, elles sont alors ici séquentes. Et donc, pour démontrer qu'elles sont séquentes, on va chercher le point d'intersection. Ça veut dire quoi? Ça signifie que si elles se coupent, si elles sont séquentes, elles vont avoir la même valeur de x, la même valeur de y et la même valeur de z lors du point d'intersection. Ce qu'on va faire, le x de D1 va être égal au x de D2. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. T égale 1 moins S. Le x de D1 égale au x de D2, donc t égale 1 moins s. Ici, le y de D1 égale au y de D2, donc ça nous fait 2t moins 3 égale 2s moins 1. Et enfin, les z de D1, 2t est égal au z de D2, donc moins 2t plus 6 et 3s plus 4. Ça fait moins 2t plus 6, 3s plus 4. Et donc là, on a un système à résoudre. Et donc ici, l'objectif, c'est d'isoler une inconnue. Là, dans la situation, on a directement t qui s'exprime en fonction de S. L'idée, c'est de toujours donner soit T en fonction de S ou S en fonction de T. Donc là, on a directement T est égal à 1 moins S. Ça signifie que nous allons remplacer tous les T dans la ligne 2 et dans la ligne 3 de notre système par 1 moins S. C'est pour ça que ici, je l'ai entouré en rouge. Et là, le T va être remplacé par 1 moins S, je l'ai mis ici. Et ce T-là également va être remplacé par 1 moins S, et je le mets ici. Et l'avantage, c'est quoi? C'est d'avoir à la ligne 2 et à la ligne 3, une équation qui ne dépend que d'une inconnue, ici S. Donc, on va développer
Donc 2 moins 2s, on l'a mis ici. Hein. Moins 3 est égal à 2s moins 1. Puis on développe ici. Hein. Moins 2 plus 2s plus 6 égale à 3s plus 4. Et donc là, maintenant, l'objectif, c'est de résoudre une équation pour trouver la valeur de s à la ligne 2 et à la ligne 3. Donc l'idée, c'est de passer tous les s à gauche et de mettre toutes les constantes à droite. Et donc en fait, ici, ça nous donne quoi? Eh bien, ça nous fait t égale 1 moins s sans on l'avait ici. Donc ça ne bouge pas. Maintenant, pour cette équation, ça nous fait moins 4s égale 0 et moins s égale 0. Alors après, attention, en termes de calcul, je le mets ici. Si vous avez moins 4s égale 0, on n'oublie pas que s égale 0 divisé par moins 4. Parce qu'il y a souvent des élèves qui font des erreurs, ils vont mettre s égale 4. Non, attention, c'est on divise par moins 4, donc s égale à 0. C'est pour ça qu'en fait, ici, on a bien s égale à 0. Et la même chose ici, moins s égale à 0, donc s égale à 0. Donc on a trouvé, eh bien, 2 fois s égale à 0. Donc ça signifie que notre système, il est compatible. C'est-à-dire que ça va fonctionner. Si vous trouvez 2 s différents, eh bien là, ça voudra dire que ça ne peut pas marcher, donc elles ne sont pas séquentes. Et donc, elles n'auraient pas été coplanaires dans une situation si c'était demandé. Donc ici, on a s qui est égal à 0. Comme t, c'est égal à 1 moins s, il suffit d'emplacer le s ici par 0, ça nous fait t égale à 1. Donc, on a t qui vaut 1 et s qui est égal à 0. Et là, l'objectif maintenant, eh bien, c'est de prendre la droite D1 et on va remplacer le t par 1. Et la droite D2, on va remplacer le s par 0. Donc, on l'a fait ici. Avec D1, on a remplacé eh bien, ici tous les t par 1. Ça nous fait x égale à 1, y égale 2 fois 1 moins 3, z égale à moins 2 fois 1 plus 6. Et donc, ça nous donne x égale 1, y égale à moins 1 et z égale à 4. On fait la même chose avec D2. Et là, D2, ce qu'on va faire, c'est remplacer eh bien, S par 0. Donc en fait, ici, ça nous fait 1 moins 0, 2 fois 0 moins 1, 3 fois 0 plus 4. Et on obtient 1 moins 1, 4. Et on observe que nous avons eh bien, les mêmes valeurs. Eh bien, ces informations, ce sont les coordonnées du point d'intersection entre les deux droites. Donc là, on répond à la question. Donc le point d'intersection des droites D1 et D2, eh bien, c'est le point. On lui donne un nom, on l'appelle ici H, dont les coordonnées sont 1, moins 1 et 4. Donc ce premier exercice, premier sujet qu'on peut rencontrer, est bien l'oral du baccalauréat. On en fera un deuxième un peu plus tard dans la vidéo sur une autre thématique, toujours géométrie dans l'espace, mais plutôt orientée avec les plans. Pour ce deuxième exercice ici, on va traiter les notions de suite. C'est clair que le jour de l'oral, vraisemblablement, vous avez beaucoup de chances de tirer un sujet qui va faire apparaître les notions de suite. Donc nous allons traiter ensemble un exercice et sur le lien qui va apparaître ici, vous avez un deuxième exercice que l'on peut rencontrer qui vous permettra d'être prêt le jour de l'oral. Donc n'hésitez pas, après la vidéo, à aller regarder la vidéo supplémentaire. On attaque cet exercice-là, donc c'est un exercice classique. Ici, on a la suite UN définie par U0 égale à 75 et pour toute entière naturelle n, UN plus 1 est égal à 1,12 UN moins 6. On introduit une deuxième suite Vn qui est égale à UN moins 50. Et là, nous avons les questions classiques qui apparaissent. La première, démontrer que la suite Vn est géométrique, préciser la raison et le premier terme. Donc en fait, ici, on a Vn qui est égal à UN moins 50 et on connaît l'expression de UN plus 1 qui est sous forme récurrente. Si on souhaite démontrer que Vn est une suite géométrique, eh bien en fait, il faudrait arriver à montrer que Vn plus 1 soit égal à Vn fois Q. C'est ça l'objectif. Il faut qu'on arrive à Vn plus 1 égal à Vn fois Q. Donc ici, notre idée, eh bien, en partant de Vn égal à UN moins 50, on va faire apparaître Vn plus 1. Donc en fait, ici, Vn plus 1, ça va être égal à UN plus 1 moins 50. Or, on connaît l'expression de UN plus 1. UN plus 1, c'est ici, donc on va le remplacer. Vn plus 1 égale 1,12 UN moins 6 moins 50. On va réduire moins 6 moins 50 qui fait moins 56. Donc Vn plus 1 égale 1,12 UN moins 56. Ensuite, ce que nous allons faire, eh bien, c'est de factoriser tout le temps par le coefficient qui est devant le UN. Donc, on va factoriser notre expression par 1,12. D'accord? Donc, ça va donner ici, regardez, eh bien, Vn plus 1 égale 1,12 facteur, donc 2 UN. 1,12 fois UN, ça donne bien 1,12 UN. Et ici, on va faire moins 56 et on va diviser par 1,12. Parce que si on était amené à développer, regardez, 1,12 fois UN, ben, ça fait bien 1,12 UN. Et si on fait 1,12 fois moins 56 sur 1,12, ben, les 1,12 vont s'en aller, il va rester bien moins 56. Et donc, on va taper moins 56 sur 1,12 à la calculatrice. On va obtenir que c'est moins 50. Donc, on va se retrouver avec Vn plus 1, eh bien, égale 1,12, entre parenthèses, UN moins 50. Et là, ici, on observe que UN moins 50, eh bien, c'est exactement Vn. Et donc, ça permet de dire, tout simplement, que Vn plus 1
égale 1,12 Vn. Et ça, vous voyez bien, regardez cette expression, Vn plus 1 égale 1,12 Vn, eh bien c'est bien l'expression Vn plus 1 est égal à Vn fois Q. Donc on a bien ici montré que Vn, la suite Vn est une suite géométrique. Deux raisons, eh bien ici 1,12, deux raisons Q égale 1,12 et deux premiers termes, eh bien ici on sait que la suite UN, son premier terme c'est U0. Eh bien pour la suite Vn, son premier terme ça sera V0. Ils vont avoir le même indice. Et comme Vn c'est UN moins 50, que la suite UN, son premier terme c'est U0, eh bien le premier terme de la suite V, ça va être V0. Et pour déterminer V0, on va remplacer les N par 0 ici. Donc ça fait V0 est égal à U0 moins 50. Et on connaît U0, c'est 75. Ça fait 75 moins 50. Et donc c'est-à-dire que V0 ici est égal à 25. Et donc là, on a répondu eh bien, à la question numéro 1. On a bien démontré que Vn était une suite ici géométrique. On va passer maintenant à la question numéro 2. Et quand on lit la question numéro 2, je reprends l'énoncé, eh bien c'est en déduire l'expression de Vn en fonction de n, puis montrer que pour tout entier naturel n, on a un égale 25 fois 1,12 puissance n plus 50. Donc en fait ici, eh bien on va commencer par exprimer, donc exprimons Vn en fonction de n. D'accord? Alors ici, je vais écrire deux formules. En fait, comme on sait que Vn c'est une suite géométrique, si on vous demande d'exprimer Vn en fonction de n, eh bien soit on va avoir Vn qui est égal à V0 fois Q puissance n, ou on va avoir Vn égal à V1 fois Q puissance n moins 1, ce sont les formules du cours. Là, j'ai écrit les deux. Le jour J, vous écrivez que la formule qui vous intéresse. Or, ici, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est la première, parce que nous, on connaît V0 et on connaît Q. Donc, il n'y a pas besoin d'écrire celle-là. Mais de manière générale, parce qu'on peut vous demander de donner la forme générale, eh bien, c'est Vn égale à Vp fois Q puissance n moins p. Ça, c'est de manière générale, si on vous pose la question. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'écrire Vn égale à V0 fois Q puissance n, parce qu'on connaît V0 et on connaît Q. Donc, en fait, ici, eh bien, on va pouvoir dire que Vn eh bien, va s'écrire ici. Eh bien, V0, on sait que V0, c'est 25, donc ça nous fait 25 fois 1,12 puissance n. Et donc là, on a bien exprimé Vn en fonction de n. Lorsque vous avez exprimé Vn en fonction de n, eh bien, on va faire la même chose, c'est-à-dire on va exprimer, donc exprimons, on va écrire exprimons, pardon, exprimons un en fonction de n. Alors en fait ici, on va s'aider de ça, parce qu'on connaît Vn. Vn en fonction de n, on l'a ici, là. On l'a ici, Vn en fonction de n. Maintenant, on veut un en fonction de n, parce qu'on vous demande d'en déduire un égale 25 fois 1,12 puissance n, ici plus 50. Et donc, en fait, on va s'aider de cette propriété. Comme, eh bien, ici, Vn égale un moins 50, alors, on peut dire que Vn plus 50, c'est égal à un. D'accord? Eh bien, comme on connaît Vn en fonction de n, il est ici. Pardon, il est là. Vn en fonction de n, il est ici. Donc, ça va nous faire Vn. On va le remplacer par 25 fois 1,12 puissance n plus 50 égale à un. Et donc là, on a répondu à la question numéro 2. Et c'est une question assez récurrente sur les suites. On va passer maintenant aux questions suivantes. Pour cette troisième question, on souhaite déterminer la limite de la suite un. On a le rappel ici pour nous rappeler la formule à utiliser. Donc en fait, ici, on rappelle que un, on a déterminé la question précédente, c'est 25 fois 1,12 puissance n plus 50. Donc on souhaite déterminer la limite de la suite un. Donc c'est forcément en plus l'infini parce que n est un entier. Donc en fait ici on va faire la limite en plus l'infini. Et bien avec le rappel, on va s'intéresser en fait au q ici. Et q c'est 1,12 et 1,12 c'est strictement plus grand que 1. Donc d'après le rappel, si q est strictement plus grand que 1, lorsqu'on fait la limite en plus l'infini d'un q puissance n où q est plus grand que 1, eh bien la limite c'est plus l'infini. Donc en l'occurrence ici, eh bien 1,12 puissance n en plus l'infini fait bien ici plus l'infini. Ensuite on va multiplier eh bien, par 25. Mais comme 25 est un nombre positif, eh bien 25 fois plus l'infini, ça reste plus l'infini. Et enfin, on va rajouter les plus 50. Mais comme ça tend vers plus l'infini, on fait plus 50 et ça donne plus l'infini. On peut également avoir comme question, je rajoute, qui n'est pas demandé ici, eh bien, est-ce que la suite, elle est
convergente ou divergente. D'accord? Eh bien ici, dans notre situation, on a une limite d'une suite. Donc ici, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de un qui est égal à plus l'infini. Lorsque vous avez une suite qui tend, par exemple, vers plus l'infini ou moins l'infini, eh bien ça, c'est ce qu'on appelle une suite qui est divergente. On a également une suite qui n'a pas de limite, c'est également une suite qui est divergente. On va passer maintenant à la question numéro 4. Pour cette dernière question de cet exercice, on souhaite résoudre l'inéquation un strictement plus grand que 100. Donc en fait ici, un strictement plus grand que 100, nous avons déterminé aux questions précédentes l'expression de un en fonction de n, donc on l'a remis ici, 25 fois 1,12 puissance n plus 50 strictement plus grand que 100. Et bien en fait l'objectif c'est de trouver la valeur de n, et n c'est un entier naturel. Donc en fait ici la première chose à faire c'est passer le plus 50 en moins 50 à droite. Donc ça va nous faire 25 fois 1,12 puissance n plus grand que 50. Ensuite on va diviser par 25, parce que l'objectif c'est de laisser le 1,12 puissance n seul. Donc ici ça nous fait 50 divisé par 25, donc on va obtenir ici 2. Et là maintenant on va composer par la fonction logarithme népérien. Et lorsqu'on compose par la fonction logarithme népérien, comme c'est une fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, on ne change pas l'ordre de notre inéquation. C'est pour ça que là, on a mis un ln à gauche et un ln à droite, mais lorsque vous allez être à l'oral, il va falloir parler de composer. Donc on va dire on a composé par la fonction logarithme de part et d'autre de l'inégalité. Et comme la fonction logarithme népérien, c'est une fonction qui est strictement croissante, donc on conserve l'ordre. Donc ensuite, pourquoi on a composé par la fonction logarithme népérien? Eh bien, c'est parce qu'on a le rappel suivant. On sait que ln de a puissance n, eh bien, ça va être égal à n ln de a. L'idée, en fait, ici, on voit bien, c'est que le n, il était en puissance, et nous, on va le faire, entre guillemets, descendre de la puissance. Et donc, le logarithme va nous aider grâce à cette propriété. Et donc ici, on a composé par la fonction logarithme népérien. Et là, on va pouvoir appliquer le fait que ln de a puissance n nous donne bien n ln de a. Ensuite, eh bien, on va isoler le n, donc on va diviser par ln de 1,12. Et là, attention, je le souligne exprès, on n'oublie pas que ln de 1,12, ça c'est strictement plus grand que 0. D'accord? Donc, soit vous le tapez à la calculatrice, ou soit vous êtes capable de dire, eh bien, au correcteur, la fonction logarithme népérien, voilà sa représentation graphique approximativement. On voit bien qu'en 1, ça s'annule, et après 1, elle est positive. Donc, le fait que ça soit positif, lorsque je vais diviser, ça ne change pas le sens de mon inéquation. Ça, c'est important. C'est des questions qu'on peut vous demander ici lors de l'oral, parce que là, il faudra expliciter vos calculs. Donc ça, il faut être rigoureux. Donc, soit vous dites, je l'ai tapé à la calculatrice et c'était plus grand que 1, plus grand que 0, donc c'est positif. Mais le mieux, c'est de dire, voilà, là, j'ai la représentation graphique de la fonction logarithme népérien. Ça s'annule en 1, et après 1, c'est positif. Donc, le fait de diviser, ça ne change pas le sens de l'inéquation. Ensuite, on a ln de 2 sur ln de 1,12. Là, on s'aide de la calculatrice. On trouve qu'au dixième près, ça se trouve 6,1. Et bien là, la question qu'on se demande, c'est on cherche l'entier qui est strictement plus grand que 6,1. Et le premier entier qui est strictement plus grand que 6,1, eh bien c'est 7. Et c'est pour ça que j'écris n supérieur ou égal à 7. Et je ne mets pas n strictement plus grand que 7. Ici, il faut comprendre qu'on cherche le premier entier qui est strictement plus grand que 6,1. Le premier entier qui est strictement plus grand que 6,1, eh bien c'est 7. C'est pour ça qu'on écrit n supérieur ou égal à 7. Donc cet exercice est un exercice susceptible d'être proposé lors de votre oral en mathématiques. On passe à un exercice suivant. Pour ce troisième exercice, nous allons aborder le thème des fonctions, aussi bien sur l'aspect graphique que sur l'aspect calculatoire. Avant d'attaquer sur l'aspect graphique, on vous met ici le lien d'une vidéo qui reprend tout ce qu'il faut savoir sur les notions de convexité et de lecture graphique pour les fonctions, donc n'hésitez pas à visualiser après cette vidéo également. Pour l'exercice numéro 3, donc la question numéro 1, ici, on vous donne un tableau de variation de la fonction f' et on souhaite en fait, tout simplement étudier la convexité de la fonction f. Il y a le rappel ici qui va nous permettre de pouvoir faire le lien entre les variations de f' et la convexité de f. Tout simplement, si une fonction f' est décroissante sur un intervalle, sur ce même intervalle, la fonction est concave. Et si une fonction f' est croissante sur un intervalle, la fonction f est convexe sur cet intervalle. Donc en fait ici tout simplement on observe une chose, c'est que la fonction f' elle est décroissante sur l'intervalle moins 2, 0. Donc ça veut dire que sur cet intervalle là, la fonction va être concave d'après le rappel. Et ensuite elle est croissante sur l'intervalle 0,2, donc elle sera convexe. Ici c'est un
un QCM, eh bien ici, on voit bien que la seule proposition qui va convenir, eh bien c'est la réponse D, tout simplement, parce que f est bien concave sur l'intervalle -2, 0. Pour cette deuxième question, toujours sur la notion de lecture graphique, on nous donne ici la représentation graphique de f' et on souhaite déterminer eh bien, des notions de variation pour la fonction f. Vous avez ici la représentation graphique de f' et on a le rappel. Si on souhaite savoir les variations de f, eh bien, il va falloir déterminer le signe de f'. Si f' est positif sur un intervalle, eh bien f va être croissante sur ce même intervalle. Si f' est négative sur un intervalle, eh bien f va être décroissante sur un intervalle. D'après le graphique, eh bien, on observe que la fonction f', dont on a la représentation graphique ici, eh bien, est négative sur l'intervalle -2, -1, positive sur l'intervalle -1, 1, négative sur 1, 3 et positive sur 3, 4. Eh bien, si f' est négative sur un intervalle, la fonction f est décroissante. Ensuite, eh bien, sur l'intervalle -1, 1, f va être croissante parce que f' est positive. Ici, négatif et là, positif. Et lorsqu'on regarde les différentes propositions qui nous sont demandées, eh bien, on vérifie que tout simplement, c'est la réponse C qui va vérifier la proposition. F admet bien un maximum sur l'intervalle 0,2. Sur l'intervalle 0,2, eh bien, on a bien un maximum qui est atteint lorsque x est égal à 1. Donc ici, c'est la réponse C pour cette question numéro 2. On rappelle également qu'avec le lien de cette vidéo, vous allez pouvoir reprendre toutes les notions sur la notion de graphique convexité pour être à jour le jour J. On passe à la question numéro 3. Pour cette troisième question, c'est une résolution d'une équation. On souhaite ici déterminer le nombre de solutions de l'équation ici présente. Donc l'objectif ici, c'est de résoudre l'équation. La première chose à faire ici, eh bien, c'est de factoriser par 4x. Donc ici, on a 4x, ici, on a 4x ici. Donc ça nous fait 4x facteur de 1 plus ln de x égale à 0. Donc ici, on obtient maintenant ce qu'on appelle une équation produit nul. Donc, on a d'une part la résolution de 4x qui est égale à 0 ou l'équation 1 plus ln de x égale à 0. Donc, si on s'intéresse à 4x égale à 0, donc on va le faire ici, 4x égale à 0, x égale, attention, 0 sur 4, on divise bien par 4. Il ne faut pas mettre x égale moins 4, on va diviser par 4. Donc, x égale à 0, une première solution de mon équation. Ensuite, on a une deuxième équation, c'est 1 plus ln de x égale à 0. Donc, ça nous fait, eh bien, ln de x est égal à moins 1. Ensuite, ici, on va composer par la fonction exponentielle, c'est-à-dire, on va écrire que c'est exponentielle ln de x est égal à exponentielle moins 1. Donc là, il faut bien l'indiquer eh bien, au correcteur qu'on va composer par la fonction exponentielle. Et ensuite, on sait que exponentielle ln de a, eh bien, c'est a, je rappelle, hein, exponentielle ln de a, c'est égal à a. Donc ici, ça va nous faire x est égal à exponentielle moins 1. D'accord? On sait qu'une exponentielle, c'est une valeur qui est strictement positive. Donc, pas de souci. Donc, on a en théorie deux réponses, mais attention, x est strictement plus grand que 0. C'est-à-dire que la solution x égale à 0 n'est pas retenue. D'accord? On ne peut pas la garder parce que x doit être strictement plus grand que 0. Donc, l'unique solution, c'est s est égal à exponentielle moins 1. Autrement dit, eh bien, si on regarde ici, c'était la réponse B, une solution pour cette réponse. Pour cette question ici, on souhaite déterminer une équation tangente au point d'abscisse 1. Donc nous avons la fonction f de x qui est égale à x au carré moins 4x plus 3ln de 2x moins 1. Donc on cherche l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. Donc en fait ici on rappelle qu'une équation tangente, eh bien, la formule c'est y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Ici le a en l'occurrence c'est égal à 1. Donc autrement dit y est égal à f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Donc, on peut commencer par calculer f de 1. D'accord? F de 1, eh bien, on va faire l'image de 1 par f. Donc, on place tous les x par 1. Donc, 1 au carré, moins 4 fois 1, plus 3 ln. Donc, 2 fois 1, ça fait 2, 2 moins 1, ça fait 1. Donc, ça fait ln de 1. Or, ln de 1, c'est 0. Donc, on a 3 fois 0, donc ça s'en va. Il va rester 1 moins 4. Donc, en fait, f de 1, c'est égal ici à moins 3. Ensuite, on a besoin de f' de 1. Donc, pour avoir f' de 1, il va falloir calculer la dérivée de la fonction f. Or, dans la fonction f,
apparaît la fonction logarithme népérien. Or ici, la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Et le u ici, en l'occurrence, c'est 2x moins 1. Donc si on dérive, eh bien, f' de x, la dérivée de x carré, c'est 2x. Moins 4x, la dérivée, c'est moins 4. Ensuite, plus 3 fois u' sur u. Et ici, u', c'est u, pardon, c'est 2x moins 1. Donc u', c'est 2. Donc ça nous fait 2 sur 2x moins 1. On va pouvoir simplifier. C'est-à-dire ici, ça nous fait 2x moins 4 plus 6 sur 2x moins 1. Donc ça, c'est f' de x. On a besoin de f' de 1. Donc on va le calculer ici. F' de 1, eh bien, il nous suffit de remplacer eh bien, les x par 1. Donc ça nous fait 2 moins 4 plus 6 sur... Donc 2 fois 1, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait 1. Donc c'est 6 sur 1. Donc ça fait 6 sur 1 ici. Donc à la fin, f' de 1, ben ça nous fait 2 moins 4 plus 6. Donc 2 moins 4, ça fait moins 2. Moins 2 plus 6, et bien ici, ça nous fait 4. Donc f' de 1, c'est égal à 4. Et donc ici, si on applique la formule y égale f' de 1, x moins 1 plus f de 1, y égale f' de 1, ben c'est 4, fois x moins 1, plus f de 1, c'est moins 3. Donc on développe, y est égal 4x moins 4 moins 3. Donc au final, y est égal à 4x moins 7. Et quand on regarde les propositions demandées, on voit bien qu'on obtient ici la réponse A pour la question numéro 4. Cinquième question, ici on considère la fonction f de x égale x³ exponentielle moins x au carré. Et ensuite, on cherche parmi 4 propositions laquelle est la primitive. Eh bien, une primitive. Autrement dit, ici, d'après le rappel, si on connaît une primitive de petit f, il suffit de dériver la primitive grand f et d'obtenir en fait petit f. Donc autrement dit, il faut que grand f' de x égale f de x. Donc ici, il va falloir procéder par élimination. Nous, dans la vidéo, eh bien, on va traiter le cas qui fonctionne. Vous, à l'oral, vous devez expliquer, on prend la première proposition, on dérive la primitive et il faut obtenir petit f. Donc nous, on le fait avec la réponse C qui sera la bonne réponse. Donc on a grand f de x qui est égal à moins 1 demi de x carré plus 1 exponentielle moins x au carré. Donc la première chose que j'ai fait, j'ai développé dans cette expression. Donc ça fait moins 1 demi de x au carré moins 1 demi facteur d'exponentielle moins x au carré. Donc là, on a un produit u fois v. Donc la dérivée, c'est u'v plus uv'. Donc u, c'est le premier facteur, moins 1 demi de x au carré moins 1 demi. V, le deuxième facteur exponentielle moins x au carré. On dérive respectivement u qui donne u'. Donc c'est moins 1 demi fois 2x. Ensuite, moins 1 demi fois 2, ça fait bien moins x. Ensuite, ici, pour exponentielle moins x au carré, c'est la forme exponentielle u. Et la dérivée d'exponentielle u, vous avez le rappel, c'est u' exponentielle u. Donc u ici, c'est le moins x au carré. Donc si on le dérive, c'est moins 2x. Donc ça fait moins 2x exponentielle moins x au carré. Et donc là, maintenant, on va pouvoir appliquer la forme u'v plus uv'. Parce que tout simplement, on connaît ici u' et v. Donc ça nous fait u' fois v plus ensuite u fois v'. Donc qui s'écrit ici moins 1 demi de x au carré moins 1 demi fois moins 2x exponentielle moins x au carré. Ensuite, eh bien, je vais appliquer la distributivité. Je vais faire moins 1 demi de x au carré fois moins 2x exponentielle moins x au carré. Donc moins 1 demi fois moins 2, ça fait 1. X carré fois x, ça fait x au cube. Et ensuite, il reste l'exponentielle moins x au carré, donc ce qui nous donne x cube exponentielle moins x au carré. Ensuite, moins 1 demi fois moins 2x exponentielle moins x au carré. Moins 1 demi fois moins 2, ben, ça nous fait 1. Il va rester donc x exponentielle moins x au carré que nous écrivons ici. On a moins x exponentielle moins x au carré d'une part, x exponentielle moins x au carré d'autre part. Eh bien, ça va s'annuler. Il va rester tout simplement x cube exponentielle moins x au carré qui n'est autre que la fonction f. Et donc, on a bien f' de x qui est égal à petit f de x. Donc, la réponse ici, c'est bien la réponse C. Pour cet exercice numéro 4, ce sont les probabilités qui vont nous intéresser. Dans un premier temps, on vous met un lien ici d'une vidéo qui est également sur les probabilités, exercice type vous permettant de reprendre toutes les notions que nous allons également revoir ici dans cet exercice. Mais l'idée, c'est d'en faire un maximum pour être prêt le jour J. Donc, dans celui-ci, on vous laisse prendre en compte bien l'énoncé de l'exercice. D'accord? Donc, je laisse le temps de le lire. Vous pouvez mettre pause, lire l'énoncé.
Et nous, on va directement attaquer sur la première question, c'est-à-dire traduire la situation par un arbre pondéré. Donc en fait, ici, en lisant l'énoncé, on a un événement S qui est l'élève est interrogé, il est sensible au développement durable, et T, l'élève, pratique le tri sélectif. Donc déjà, dans un premier temps, on sait qu'il y a 70% qui sont sensibles au développement ici durable, donc c'est 70% ici, donc 0,7 et donc ici 0,3, bien entendu. Ensuite, on voit bien que parmi ceux qui sont sensibles au développement durable, eh bien, on a 80% qui font du tri sélectif. Donc ici, on a 0,8 et là, on a 0,2. Et enfin, parmi ceux qui ne sont pas sensibles eh bien, au développement durable, on voit bien qu'il y en a 10% qui pratiquent le tri sélectif. Donc ici, on a 0,1 et là, on a 0,9. Donc ça, c'était la question numéro 1, tout simplement traduire eh bien, la situation par un arbre pondéré. On va passer ensemble en live à la question numéro 2, c'est-à-dire c'est de montrer que la probabilité P de T en fait est égale à 0,59. Donc en fait ici, pour la question 2, on nous demande de calculer eh bien, P de T. D'accord, c'est ce qu'on cherche à déterminer. Donc en fait ici, pour la rédaction, c'est déjà d'indiquer que eh bien, les événements S et S bar forment une partition de l'univers d'après la formule des probabilités totales on a. Donc en fait ici, nous, on veut calculer P de T, comme on l'a dit. Donc P de T, ce qu'on va faire, eh bien P de T, ce sont tous les chemins entre guillemets qui mènent à T. C'est tous les chemins qui vont mener à T. Donc il y a ce premier chemin et ce deuxième chemin. D'accord? Donc en fait ici, ça veut dire que ça va nous faire, premier chemin, c'est P de S inter T, plus le deuxième chemin, P de S bar inter T. D'accord? Donc P de S bar inter T. Ensuite, on va décomposer, c'est-à-dire en fait, on va montrer au prof qu'on connaît bien notre cours, c'est-à-dire que lorsqu'on nous calculons P de S inter T, eh bien c'est P de S fois P de T sachant S. D'accord? Donc ça, on sait bien que c'est P de S et ça, c'est bien P de T sachant S. D'accord? Donc ça nous fait ici, eh bien P de T égale P de S fois P de T sachant S, plus eh bien, la même chose pour P de S bar inter T, c'est-à-dire P de S bar fois P de T sachant S bar. Ensuite, eh bien, on va faire l'application numérique, on remplace les informations que nous connaissons d'après l'énoncé. Donc P de S, ici, on sait que c'est 0,7 fois 0,8, parce que P de T sachant S, eh bien, ici, c'est bien 0,8, plus P de S bar, eh bien, c'est 0,3 fois P de T sachant S bar, c'est-à-dire ici P de T sachant S bar, pardon, donc c'est bien 0,1. Et donc si on fait bien ce calcul-là, on trouve ce qui nous est demandé, c'est-à-dire 0,56 plus 0,03, on trouve bien 0,59. Donc ça, c'est les deux premières questions. On passe à la suite. Pour ces questions numéro 3, tout d'abord, on interroge successivement et de façon indépendante 4 élèves pris au hasard parmi les élèves de l'établissement, soit X, la variable aléatoire qui donne le nombre d'élèves pratiquant le tri sélectif parmi les 4 élèves interrogés. Et bien la question numéro 3, c'est quelle est la probabilité suivie par X? Donc en fait ici, quelle est la loi de probabilité suivie par X? Eh bien c'est clair, ça fait référence obligatoirement pour nous à une loi binomiale. En fait, on a besoin d'un état avec un échec et d'un état avec ici un succès. Donc il nous faut un succès et un échec et une répétition de cette même épreuve de façon indépendante. Donc en fait ici, on va vous donner la rédaction rigoureuse à voir le jour J. Donc en fait ici, à chaque tirage, la probabilité de choisir un élève pratiquant eh bien, le tri sélectif est de 0,59. C'est ce qu'on a vu à la question précédente. On est donc en présence d'un schéma de Bernoulli parce qu'ici, on a une épreuve qui va avoir un succès. Choisir un élève faisant du tri avec la probabilité P égale à 0,59. On appelle maintenant l'échec. Donc on a bien un échec. Donc ne pas choisir un élève faisant du tri avec la probabilité ici, eh bien 1 moins P et P ici c'est 0,59. Donc c'est 1 moins 0,59, donc ici c'est 0,41. Ensuite, on remarque qu'on répète 4 fois de suite cette expérience de façon indépendante parce qu'en fait, on le teste sur 4 élèves. Donc, on répète 4 fois de suite cette expérience de façon indépendante.
X est la variable aléatoire qui donne le nombre d'élèves pratiquant le tri sélectif. Finalement, X est alors une loi binomiale. Donc on dit que X suit la loi binomiale de paramètres. Ici, n égale à 4 parce qu'en fait, on le teste sur 4 élèves et la probabilité du succès ici, c'est 0,59. Donc on peut l'écrire aussi. X suit la loi binomiale, entre parenthèses NP, donc ici 4 et 0,59. Passons à la question suivante. Pour cette dernière question ici, calculez la probabilité qu'aucun des 4 élèves interrogés ne pratique le tri sélectif. On a vu précédemment que X était une loi binomiale, on va le remettre ici, qui suivait les paramètres. Donc une loi binomiale de paramètres 4 et 0,59. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est calculer la probabilité qu'on n'ait aucun de ces 4 élèves qui pratique le tri sélectif. Donc en fait, on veut calculer P de X égale à 0. Or, d'après le rappel que vous avez ici, pour calculer P de X égale à K à l'aide d'une loi binomiale, il faut utiliser la relation suivante, K parmi N fois P puissance K fois 1 moins P puissance N moins K. Ici, le N, c'est 4, le P, c'est 0,59 et notre K ici, c'est 0. Donc lorsqu'on substitue, ça fait 0 parmi 4 fois 0,59 puissance 0 fois 1 moins 0,59 puissance 4 moins 0. Et donc à la calculatrice, on obtient 0,028. Et donc, phrase de conclusion, la probabilité qu'aucun des 4 élèves interrogés ne pratique le tri sélectif vaut 0,03 parce qu'ici nous avons fait un arrondi à 10 moins 2 près. Pour cet exercice numéro 5, nous allons travailler les limites. Tout d'abord, on vous conseille également de regarder en plus les 2 vidéos qui vont traiter sur les limites avec les fonctions exponentielles de manière générale et les fonctions logarithme népérien. Donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos. De plus, ici on a 3 limites. La première limite, c'est une limite d'une suite et les 2 autres limites, des limites de fonctions. Donc ce sont des questions que l'on peut rencontrer, bien entendu, le jour de l'oral. Première limite ici, limite quand n tend à plus l'infini de 2 sinus n plus 3 sur 3n plus 4. Ici, il faut avoir comme réflexe de passer par un encadrement. Dès qu'on a un sinus, de manière générale, dès qu'on a un sinus ou un cosinus ou moins 1 puissance n, pensez à encadrer toujours entre moins 1 et 1. D'accord? Et donc là, c'est-à-dire, en fait, ça va faire référence au théorème de gendarme et théorème de comparaison éventuellement dans les exercices. Donc en fait, ici, on démarre avec sinus n, c'est compris entre moins 1 et 1. Ensuite, on va multiplier par 2. Donc moins 2, 2 sinus n plus petit que 2. Donc on va multiplier par un nombre positif, donc le sens des inégalités ne change pas. On va rajouter plus 3, donc ça va nous faire ici 1, plus petit que 2 sinus n plus 3, plus petit que 5. D'accord, on a rajouté plus 3 de chaque côté. Ensuite, on va diviser par 3n plus 4, mais attention, ici, il faut l'indiquer, le 3n plus 4, au voisinage de plus l'infini, c'est strictement plus grand que 0. Donc on divise par quelque chose qui est strictement positif, donc ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. Donc ici, ça nous fait 1 sur 3n plus 4, inférieur ou égal à 2 sinus n plus 3 sur 3n plus 4, plus petit que 5 sur 3n plus 4. Et donc là, ce que nous allons faire maintenant, c'est faire la limite du terme à gauche et la limite du terme à droite. D'accord? Donc en fait, ici, on a limite, quand n aura plus l'infini, de 1 sur 3n plus 4. Donc en fait, ici, donc au numérateur, ça tend vers 1, mais au dénominateur, ça tend vers l'infini. Donc là, dans cette configuration, lorsque vous avez un nombre sur l'infini en limite, ça va tendre vers 0, donc là, on a 0. On fait la même chose pour, ici, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 5 sur 3n plus 4. Donc 5, c'est une constante, ça reste 5. Au dénominateur, ça tend vers plus l'infini. Un nombre sur l'infini, donc un réel sur l'infini, ça va tendre ici vers 0. Donc en fait, il se passe que la limite ici tend vers 0, ici ça tend vers 0. Et donc là, on va parler de théorème des gendarmes. D'après le théorème des gendarmes, on peut conclure que la limite
quand n tend plus l'infini de 2 sinus n plus 3 sur 3n plus 4, eh bien, ça tend ici vers 0. Donc là, on parle de théorème des gendarmes. Et attention, on peut avoir des exercices où il va falloir parler du théorème de comparaison. Donc là, il ne faudra pas hésiter. Sur notre playlist de limites, on explique à part la limite avec le théorème des gendarmes, en fait, la notion de théorème des gendarmes et théorème de comparaison. Là, je l'explique très rapidement. Le théorème des gendarmes, en fait, c'est lorsque vous faites des limites à droite et à gauche, et vos limites, elles sont finies. D'accord? C'est-à-dire finies, c'est soit 0, soit 1, soit 2, soit 4, mais pas plus ou moins l'infini. Pas d'infini. Là, on applique le théorème des gendarmes. Mais si, à un moment donné, eh bien, vous faites des limites et que vous obtenez des infinis, on va parler de théorème de comparaison, mais il va falloir garder un des côtés de votre inégalité. Donc là, je vous fais ici, allez faire un tour sur la vidéo théorème de comparaison. Et donc là, pour pouvoir vraiment faire la différence sans souci. Donc ici, on était sur le théorème de gendarme. Donc ça, c'était la limite numéro 1 de l'exercice. On va passer à la numéro 2. Donc là, on va voir ici, eh bien, la limite, quand x, on parle avec x, quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle 1 sur x plus 1. Donc en fait, ici, on a une limite avec une exponentielle et c'est exponentielle de 1 sur 1 plus x. Donc là, il y a une notion de composé. Donc en fait, ici, la première chose que nous allons faire, c'est calculer la limite de 1 sur x plus 1. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x plus 1, eh bien ça, on a une constante sur l'infini, donc ça fait 0. D'accord? Ici, on pose grand X est égal à 1 sur x plus 1. Donc là, en fait, c'est ce qu'on appelle ici des limites par composition. D'accord? Donc on a commencé par faire la limite de ce que j'ai entouré ici en rouge. Ça tend vers 0. On pose grand X qui est égal à 1 sur x plus 1. Et ici, lorsque x, le petit x tend vers moins l'infini, alors le grand X, lui, tend vers 0. D'accord? Vous avez vu, ça c'est grand X. Quand petit x tend vers moins l'infini, tout ça qui est grand X tend vers 0. Et donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est calculer la limite quand x tend vers, eh bien, 0. On reprend ici. Et d'exponentielle grand X égale, ici, eh bien, c'est exponentielle 0. Exponentielle 0, c'est tout simplement 1. D'accord? Et donc, ici, au final, on va écrire par composition, eh bien, on va pouvoir dire que la limite, quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle 1 sur x plus 1, eh bien, c'est égal, tout simplement, ici, à 1. Donc ça, c'est une situation de limite par composition. On a des vidéos également sur les limites par composition. N'hésitez pas à les regarder. On passe maintenant à la dernière limite. Dernière limite, ici, on souhaite calculer limite quand x tend vers plus l'infini de 2ln de x moins 5x plus 4x au carré moins 1. Donc lorsqu'on fait le calcul terme par terme, on observe que la limite de ln de x en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Mais par exemple, le moins 5x, lui, va tendre vers moins l'infini. Donc là, on est dans une situation d'une forme indéterminée. Parce que nous avons d'une part plus l'infini et là, d'autre part, moins l'infini. Donc forme indéterminée. Donc pour lever cette forme indéterminée, on va factoriser par le plus fort. C'est ce qu'on appelle les notions de croissance comparée. Et ici, les fonctions entre guillemets les plus fortes que nous avons vues au lycée, c'est l'exponentielle. Ensuite, c'est suivi par les polynômes. Et enfin, c'est le logarithme népérien. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ici, si on veut factoriser par le plus fort, c'est par x au carré. On va être amené à factoriser l'expression par x au carré. Donc ici, ça va nous donner limite quand x tend vers plus l'infini, on factorise par x au carré, facteur de 2 ln de x sur x au carré, d'accord, moins 5x sur x au carré, plus 4x au carré sur x au carré, moins 1 sur x au carré. D'accord? Donc on factorise par x au carré notre expression ici. Ensuite, on va simplifier si possible. Donc limite, quand x tend vers plus l'infini, donc de x au carré facteur. Donc ici, 2ln de x sur x au carré, on ne simplifie pas. Et s'il vous plaît, attention, on ne simplifie pas les x. On ne peut pas, le ln de x, c'est ensemble. Ça ne se simplifie pas avec ce x. Là, ça va nous faire moins 5 sur x, plus 4, moins 1 sur x au carré. Et donc là, en fait, ici, on va pouvoir maintenant avoir la limite d'un produit. Donc on va avoir, limite
quand x tend vers plus l'infini de x au carré, ici on obtient bien plus l'infini. D'accord? Ensuite, ici, on a la limite quand x tend vers plus l'infini, donc de 2 ln de x sur x au carré moins 5 sur x plus 4 moins 1 sur x au carré. Et donc en fait ici, eh bien ça c'est la formule que vous avez ici, c'est les notions de croissance comparée. Ln de x sur x au carré, eh bien ça va tendre vers 0. Ça tend vers 0 avec la formule que vous avez ici. Ensuite ici, ça tend vers 0 également. Et ça tend vers 0 parce que nous avons ici un réel sur l'infini, ça tend vers 0. Donc il ne reste que 4. Donc ici la limite c'est 4. D'accord? Et enfin, on a un produit, d'accord? Ça fois ça. Donc par produit, on va écrire par produit. Eh bien, la limite de cette expression-là, c'est exactement la limite que nous cherchons, c'est celle-ci. Donc on va pouvoir dire que par produit, la limite quand x tend vers plus l'infini de ici 2, donc 2 ln de x moins 5x plus 4x au carré moins 1. Eh bien ici, vous avez plus l'infini fois 4. Eh bien ça, c'est égal à plus l'infini. Donc comme je disais au début de l'exercice ici numéro 5, n'hésitez pas à visionner l'ensemble des vidéos que nous avons traitées sur les limites. Pour ce dernier exercice de la vidéo, on a refait un exercice de géométrie dans l'espace pour traiter la deuxième possibilité d'exercice que l'on peut rencontrer, c'est-à-dire l'intersection d'un plan et d'une droite. On va le voir au fil du temps sur l'exercice. Donc en fait ici on a trois points A, B, C et un point D. Première question, c'est justifier que le vecteur n qui est donné est un vecteur normal au plan ABC. On rappelle qu'un vecteur normal a un plan, donc si on imagine que ma tablette c'est un plan, un vecteur normal c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan et donc il doit être orthogonal à deux vecteurs du plan qui sont non collinaires entre eux. Donc dans cette situation-là, il faut faire quoi? On va commencer par calculer le vecteur AB, et le vecteur AC. Donc ça, on sait calculer les vecteurs. X de B moins X de A, Y de B moins Y de A, Z de B moins Z de A. Donc là, on avait les points A, B, C. Donc nous, on a directement calculé le vecteur AB et le vecteur AC. Et puis ici, on a le vecteur normal qui est donné, ici 2, moins 2, 3. Dans un premier temps, on vérifie facilement que AB et AC ne sont pas proportionnels. Donc comme ils ne sont pas proportionnels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas collinaires. Et donc s'ils ne sont pas collinaires, cela signifie que les points A, B, C définissent un plan. Parce que la première question qu'on peut vous demander, c'est montrer que les trois points A, B, C définissent un plan. Il suffit de montrer en fait que les trois points ne sont pas alignés. Donc pour cela, il suffit de montrer dans la situation, sont-ils collinaires ou non? S'ils sont collinaires, les points sont alignés. S'ils ne sont pas collinaires, ils vont définir un plan. Donc en fait ici, on est sûr et certain que ABC, c'est bien un plan. Ensuite, comme on l'expliquait tout à l'heure, il faut que le vecteur normal n soit normal à deux vecteurs du plan qui soient non collinaires entre eux, donc en l'occurrence ici AB et AC. Donc on fait le produit scalaire entre n et AB, donc xx' plus yy' plus zz', donc ça fait 2 fois 0 plus moins 2 fois 3 plus 3 fois 2, qu'on écrit ici, on obtient bien 0. Et enfin n scalaire AC, la même chose, xx' plus yy' plus zz', et on obtient également ici 0. Et donc, en conclusion, n il est bien orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan ABC. Donc n est bien un vecteur normal du plan ABC. Donc ça, c'était pour la question numéro 1. Question numéro 2, on souhaite déduire une équation ici cartésienne du plan ABC. On rappelle que par définition, une équation cartésienne, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Or ici, on connaît le vecteur normal, ici 2, moins 2, 3. Et ici, cela correspond à A, B, C dans notre équation cartésienne. Donc c'est pour ça qu'on obtient 2x moins 2y plus 3z plus d est égal à 0. Ensuite, l'objectif, c'est de déterminer la valeur de d. Or, le point A appartient au plan ABC. On a pris le point A, mais on aurait pu prendre le point B ou le point C, ou tant qu'un point appartient au plan considéré. Donc ici, le point A appartient au plan ABC. Donc les coordonnées de ce point va vérifier l'équation cartésienne. Donc ça va faire 2xa moins 2ya plus 3za plus d est égal à 0. Donc on va remplacer xa, ya et za par ces valeurs. Donc ça nous fait 2 fois 6 moins 2 fois 0 plus 3 fois 2 plus d est égal à 0. Donc c'est une équation ici à résoudre. Donc en fait ici on a 18. On passe de l'autre côté, ça fait moins 18. Donc d est égal à moins 18. Il suffit de remplacer ici le d par moins 18 et nous avons notre équation cartésienne. On passe à la question suivante. Pour cette troisième question, soit delta à la droite orthogonale au plan ABC et passant par le point D. La question, c'est de déterminer une représentation
paramétrique de la droite delta. Donc en fait ici, si on veut modéliser, là, nous avons notre plan ici ABC, nous avons un vecteur normal ici, qui est le vecteur n que nous connaissons ici, et on cherche une droite D. Donc ma droite D, elle est perpendiculaire, elle est orthogonale au plan ici ABC, mais elle passe par le point D. Donc si ma droite, qui est ici en rouge, en bleu, pardon, elle est orthogonale au plan ABC, eh bien ça signifie qu'automatiquement, un vecteur directeur de ma droite D va être forcément collinaire au vecteur normal du plan, parce que le vecteur normal, c'est le rouge, d'accord, qui est comme ça. Et donc, je vais le mettre comme ça pour qu'on puisse le voir. Donc là, vous avez mon crayon rouge qui est un vecteur normal du plan ici ABC. La droite, elle est orthogonale au plan, donc elle va être comme ça. Donc un vecteur normal du plan et un vecteur directeur de la droite sont forcément entre eux collinaires. D'accord, parce que c'est parallèle, on le voit bien, donc ça doit être collinaire. Donc un vecteur normal, ici, on va l'écrire. Un vecteur directeur de delta est collinaire au vecteur normal du plan ABC. Et donc ça signifie que un vecteur directeur de la droite delta, qu'on va appeler U, U, par exemple, on va prendre les coordonnées de n. C'est en fait ici 2, moins 2, 3. D'accord? Parce qu'on a bien expliqué, un vecteur directeur de ma droite va être ici, si ma main c'est un plan, ça c'est un crayon. On voit bien dans la situation que mon vecteur normal, qui est ici le crayon rouge, il est bien collinaire à un vecteur directeur qui est sur la droite ici de mon crayon bleu. Donc c'est bien ici parallèle, donc c'est collinaire ici. Donc un vecteur directeur de delta est collinaire au vecteur normal du plan ABC. Donc ici U, on peut choisir par exemple n comme vecteur normal, ou tant que ce soit un vecteur qui est collinaire à n. Donc le plus simple, c'est de prendre le même, donc 2, moins 2, 3. Et donc maintenant, si on veut delta, comme c'est une équation paramétrique, x, y, z, on sait que devant le t de notre équation paramétrique, notre représentation paramétrique, ça va être le vecteur directeur, ici en l'occurrence 2, moins 2, 3. Mais la droite delta passe par le point ici D de coordonnées 3, 5 demi et 0. Donc là, nous avons la représentation paramétrique de notre droite delta. Pour la dernière question, soit E le point d'intersection de la droite delta avec le plan ABC. Et la question, c'est de démontrer que E a pour coordonnées 5, 1 demi, 3. Donc en fait, ici, on a résumé l'ensemble des questions traitées dans l'exercice. Nous avons l'équation cartésienne du plan ABC, une représentation paramétrique de la droite delta, et on cherche le point d'intersection entre la droite delta et le plan ABC. Donc cela signifie que, s'il y a un point d'intersection, le x de delta va vérifier le x du plan, le y de delta va vérifier le y du plan, et le z de delta va vérifier le z du plan. Autrement dit, on va être amené à résoudre ce système que j'écris ici. 2x moins 2y plus 3z moins 18 est égal à 0. Et x est égal à 2t plus 3. Y égale moins 2t plus 5 demi. Et z égale 3t. Et en fait, ici, l'objectif, c'est de faire quoi? C'est de remplacer le x ici par 2t plus 3, le y ici par moins 2t plus 5 demi, et le z ici par 3t. Ce qui nous donne 2 facteurs de 2t plus 3 moins 2 facteurs de moins 2t plus 5 demi plus 3 fois 3t moins 18 égale à 0. Donc on a remplacé x, y, z ici. Ensuite, on va réécrire quand même les 3 lignes pour avoir une écriture équivalente et rigoureuse. Donc ensuite, on va s'intéresser vraiment à la première ligne, on va développer. Donc ici, ça nous fait 4t plus 6 plus 4t moins 5 plus 9t moins 18 est égal à 0. On réécrit les 3 dernières lignes normalement. Donc ensuite, 4t plus 9t, ça fait 17t. Et 6 moins 5 moins 18, ça fait moins 17. Donc on a 17t moins 17 qui est égal à 0. Et on réécrit les 3 lignes. Grâce à la première ligne, on peut trouver la valeur de t, parce que le moins 17 passe en plus 17. On divise par 17, donc t est égal à 1. Et comme t est égal à 1, il suffit de remplacer le t ici, le t ici, le t ici par 1 pour avoir x, y, z. Donc x égale 2 fois 1 plus 3, y égale moins 2 fois 1 plus 5 demi, et enfin z égale à 3. Ce qui nous donne, x égale à 5, y égale à 1 demi et z égale à 3. Et si on regarde la proposition qui était demandée,
c'était de vérifier que E est bien le point d'intersection entre mon plan et ma droite delta. Donc ça, c'est un exercice supplémentaire en géométrie que l'on peut rencontrer à l'oral. Une boisson est composée de sirop et d'eau dans la proportion d'un volume de sirop pour 7 volumes d'eau, c'est-à-dire dans le ratio 1 pour 7. La quantité d'eau nécessaire pour préparer 560 ml de cette boisson est, et nous avons 4 réponses possibles. Très rapidement, on peut voir que, si on testait dans la réalité chez vous, lorsque vous mettez un petit peu de sirop dans un verre, vous mettez un petit peu de sirop, comme j'ai dit, et beaucoup plus d'eau. Ce qui veut dire que déjà, par définition, la réponse A et la réponse B, on ne va pas pouvoir les retenir si on voulait réfléchir par élimination. Donc, c'est soit la C ou la D. Et maintenant, on va le démontrer. Donc, très rapidement, on reprend l'énoncé. Le ratio 1 volume de sirop pour 7 volumes d'eau. Donc, c'est-à-dire que le total de la boisson va correspondre à 8 volumes. D'accord? Donc, 1 volume de sirop pour 7 volumes d'eau, c'est ce qu'on a mis dans le ratio. L'eau représente 7 volumes sur un total de 1 plus 7 volumes, c'est-à-dire sur 8 volumes. 560 ml de boisson correspondent ici à 8 volumes. Et la question qu'on va se poser, c'est quelle est la quantité de boisson qui va correspondre à 1 volume. On a 560 ml qui correspondent à 8 volumes. Si on veut pour 1 volume, il nous suffit de diviser 560 par 8 et on trouve 70 ml. Et attention, les 70 ml ici correspondent à 1 volume et donc ce n'est pas la réponse A. D'accord? Ça, c'est pour un seul volume. Or, on n'oublie pas, on a dit tout à l'heure que l'eau, ça représente 7 volumes sur un total de 8 volumes. Comme l'eau représente 7 volumes, ici, on a 1 volume et l'eau, ça représente 7 volumes. On va faire 70 fois 7 et on obtient bien 490. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.